Bonsoir à tous, on se retrouve sur le plateau de la CIMA Internet Web TV pour une émission de débat. Un débat important puisqu'il s'agit du gasoil non routier qui entre en vigueur sur cette année 2011. Donc on est en compagnie de Philippe Van Kempen du BCMA, Monsieur Blanchet d'Ecotech, donc une société d'additifs, et puis Jean-Baptiste Cossade de la société Casillage, donc tractoriste. Donc merci messieurs d'avoir répondu présent à cette émission débat. Deux petits mots avant justement de débattre sur ce gasoil non routier. Une nouvelle directive donc est arrivée, directive européenne, donc qui impose l'utilisation de gasoil non routier à la place du FOD, fuel ordinaire domestique. Bien sûr on a eu des dérogations en agricole. 1er mai pour les automoteurs, 1er novembre pour les tracteurs. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? J'ai envie de me retourner dans un premier temps vers Philippe Van Kempen. Le BCMA, c'est le bureau de coordination du machinisme agricole. Vous êtes un peu le porte-parole des agriculteurs. Je vous laisse la parole sur ce gasoil non routier. Si vous voulez, ce que ça va impliquer, c'est que, évidemment, pour nous, on a une obligation maintenant d'utiliser un autre produit, qui est quand même bien différent de celui qu'on avait jusqu'à maintenant. En tout cas pour une partie des agriculteurs, parce que dans l'évolution des moteurs qui ont été installés sur nos machines, que ce soit les tracteurs ou les automoteurs, surtout dans les grandes puissances, on a déjà des moteurs, je dirais, qui avaient des exigences particulières sur la qualité du produit, donc du fuel. Donc beaucoup d'agriculteurs utilisaient déjà du fuel de qualité. Donc il y avait un indice de cétane relativement élevé, et ça c'était une des exigences, je dirais, pour le bon fonctionnement du moteur. Le problème, c'est le soufre. Maintenant que l'on va vers des exigences encore plus importantes sur la motorisation, il faut que les motoristes, par rapport au système qu'ils mettent en place pour répondre aux exigences européennes, comme vous le dites, il faut que ces produits soient avec des teneurs en soufre de plus en plus faibles. Et là, ça commence à poser problème. Donc le fuel, même le fuel de qualité, ne répond plus à ses besoins. Donc il faut qu'on passe au gazole, le gazole routier qui est utilisé pour les moteurs diesel comme pour les camions ou les voitures par exemple. C'est un ratio de 1 à 100 en teneur en soufre. Voilà, on est passé de 1000 mg ces dernières années pour le fuel de qualité. Maintenant, il faut descendre à 10-20 ppm, donc 10 mg par kilo, donc un rapport de 1 à 100. Donc c'est effectivement énorme. On ne peut pas le faire avec du fuel. Donc les pétroliers, entre guillemets, ont choisi la voie du gazole. Ce n'est pas une solution facile pour eux. Je tiens quand même à le dire, c'est pas, je veux dire, une demande des pétroliers en tant que telle. C'est bien une demande des exigences par rapport aux émissions polluantes qui fait que les motoristes ont dû adapter les systèmes pour y répondre et que c'est par rapport à cette demande que le gazole devient une nécessité pour nos moteurs. Alors je voudrais juste dire une chose, c'est que pour beaucoup de moteurs déjà donc récent, il y avait une norme de qualité qu'il fallait utiliser pour le carburant, et cette norme, c'était la norme EN 590. Tout à fait. Et il faut savoir que ça, c'est une norme qui se trouve donc dans la notice d'utilisation de pas mal de machines. Alors bon, on ne lit pas toujours les notices, mais ça veut dire qu'en termes de qualité, les motoristes demandaient bien déjà un produit conforme à la norme EN 590. Le fuel, même le fuel de qualité, ne l'était pas. Il n'était pas conforme à cette norme. On avait donc un vide juridique en fait par rapport à cette utilisation. Les constructeurs pouvaient très bien dire si vous avez une panne moteur ou un problème avec vos injecteurs par exemple, ou la pompe, c'est à cause du produit que vous y avez mis. Donc on était dans un problème à la limite de litige possible. Là, le problème est réglé, on va passer au gazole par obligation, donc avec peu de soufre et donc du coup conforme à cette norme EN 590. Jean-Baptiste, tu confirmes que déjà cette norme est bien dans vos notices d'utilisation, mais que c'était pas forcément le fuel, le FOD n'était pas forcément super adapté aux dernières générations de moteurs? Oui, tout à fait. Je voudrais réagir un tout petit peu par cette norme M590. Effectivement, il y avait une obligation d'utilisation de ce fuel de haute qualité, mais pour atteindre en fait les intervalles d'entretien les plus hauts préconisés. Donc sur nos moteurs, nous préconisons un intervalle d'entretien maximum à 600 heures, toutes les 600 heures, dans le cadre d'une utilisation effectivement de ce carburant M590. Bien sûr, on sait que nos clients utilisent le fuel tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant. Dans ce cas-là, l'intervalle d'entretien pouvait être réduit. Mais il n'y avait pas réellement de risque technologique et technique pour le moteur. D'accord. Alors, ce gasoil non routier, donc
nous apporte donc un carburant moins soufré. Il contribue également à la filière biocarburant, puisque pour l'instant c'est 7%, il me semble, qui sont présents dedans. Mais ces biocarburants peuvent apporter certains problèmes, notamment d'instabilité, notamment pour le stockage. C'est quelque chose pour lequel les additifs peuvent apporter quelque chose? Alors moi je voudrais donc quand même rappeler que ce nouveau GNR fait basculer les gens dans le monde du biocarburant, puisqu'effectivement il va y avoir 7% d'ester méthylique à l'intérieur. Il faut savoir que ces 7% sont 7% qui ne sont pas toujours stables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des livraisons de carburant à 5% ou à 10%, voire 12% quelquefois. Donc ce basculement dans le monde du biocarburant fait qu'on a quand même une problématique avec les biocarburants, c'est que les biocarburants sont très sensibles à l'eau. Notamment des esters méthyliques vont avoir tendance à pomper l'eau. Donc si on a des résidus d'eau dans une cuve de stockage ou dans un réservoir, on risque d'avoir une problématique au niveau du moteur. Donc les additifs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? Eh bien, ils vont surtout apporter qu'ils vont séparer l'eau des carburants. C'est une chose relativement importante. Et je dirais que s'il n'y avait qu'une chose à retenir de primordial, notre conseil à nous, c'est quand même de dire aux gens, démarrer sur des cuves vides et propres. Mais c'est encore donc une obligation qui nous vient de l'Europe, qui va demander des investissements encore aux agriculteurs, en plus des normes moteurs qui apportent également un surcoût sur le tracteur. On peut rien y faire. Je crois qu'on a tous entendu parler du protocole de Kyoto, on a tous entendu parler de Copenhague, et bien on est tous d'accord pour qu'il y ait de moins en moins de pollution, donc il faut peut-être quand même un petit peu évoluer dans ce sens-là. Et effectivement, ce nouveau carburant sera effectivement un carburant plus propre, tout simplement. Donc plus propre, donc il faut on doit payer. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Rappelons-nous quand même qu'on a beaucoup de problèmes d'allergie de plus en plus en France, que c'est effectivement le fait de baisser les taux de soufre est une chose relativement importante en matière de santé. Comme dans les essences, on avait enlevé les benzènes il y a quelques années, on est sur la même problématique. Il faut qu'on aille vers un monde un petit peu plus propre, tout simplement. Donc ce qui ne nous empêche pas, d'ici 5 ans, qu'on se retrouve avec encore un nouveau fuel et une nouvelle évolution dans ce domaine? Alors je crois que l'évolution qu'on pourra avoir, effectivement, on est sur un carburant qu'on appelle B7 au jour d'aujourd'hui. On ira, compte tenu des directives européennes, vers des B10 très certainement. Mais l'évolution, je pense, générale, c'est qu'on va effectivement continuer à développer des moteurs et avoir des moteurs de plus en plus propres. L'Europe est un leader au jour d'aujourd'hui au niveau de ces motorisations. Donc, ma foi, il faut qu'on fasse tous l'effort d'aller dans ce sens-là. Mais Jean-Baptiste, on en parlait ensemble. Le B100 aujourd'hui n'est plus toléré. Le B100 donc qui 100% bioéthanol n'est plus toléré pour les nouveaux moteurs. Voilà, au moins chez vous. Donc par rapport à l'application des nouvelles normes de motorisation, donc normes mises en place au 1er janvier 2011, donc pour tous les moteurs de plus de 175 chevaux, nous avons choisi Quasi-H, une technologie qui était déjà connue en poids lourd, qui est le SCR. Donc on a choisi... on peut juste expliquer SCR pour le rappeler. Juste par rapport aux normes, donc Monsieur Van Kempen parlait donc, de la diminution du soufre au niveau des carburants. Ça c'est la contrainte et c'est ce qui est demandé aux pétroliers, de diminuer le soufre. Les motoristes et les tractoristes, ce qu'on leur demande, c'est de réduire les particules et les oxydes d'azote. De là, il y a 2 technologies possibles pour réduire ces 2 éléments. Mais on ne peut pas réduire les 2 éléments au niveau de la combustion d'un seul coup. Donc soit on choisit de réduire les particules au niveau de la combustion, et dans ce cas, on produit des oxydes d'azote qu'il faut réduire en post-combustion, soit on réduit les oxydes d'azote au niveau de la combustion et dans ce cas, on génère des particules qu'il va falloir retraiter et stocker. Donc il y a un vrai dilemme au niveau des émissions polluantes pour un motoriste et il y a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on va traiter au niveau de la combustion et qu'est-ce qu'on va traiter en post-combustion. Donc chez Quasi-H, on a choisi la solution, je dirais, la plus avantageuse aujourd'hui en termes d'utilisation, en termes de productivité par rapport à l'utilisation du tracteur. S'occuper des particules au niveau de la combustion, qu'est-ce que sont les particules? C'est du gasoil imbrûlé. Donc le gasoil imbrûlé, le fait de s'en occuper, permet de diminuer la consommation des moteurs de manière très très importante, de l'ordre entre 10 à 15% de consommation en moins pour les nouveaux moteurs Efficient Power, Quasi-H. Et on s'occupe des oxydes d'azote en post-combustion, donc avec le système SCR. Pour faire simple, le système SCR, c'est un catalyseur en sortie d'échappement, donc qui n'est pas un filtre. On va injecter un liquide qui est de l'urée purifié, plus connu sous le nom AdBlue.
On va injecter cet AdBlue au niveau de l'échappement et l'AdBlue va rentrer en réaction avec les gaz d'échappement, avec les oxydes d'azote pour rejeter des gaz propres, du diazote d'un côté et de l'eau, de l'H2O donc de l'autre. Voilà la technologie aujourd'hui qu'on a choisie. L'autre technologie étant l'EGR avec un filtre à particules, donc recirculation des gaz et filtrage au niveau du pot d'échappement. Voilà, donc l'autre technologie qui est le GR utilisée par d'autres motoristes et d'autres tractoristes, qui est déjà connu en automobile, amène d'autres inconvénients, amène un avantage qui est celui d'éviter d'additionner et de rajouter un liquide supplémentaire dans le réservoir. Par contre, le GR amène pas mal de contraintes en plus. 30% de recirculation de gaz d'échappement, une charge de refroidissement beaucoup plus importante, donc des refroidisseurs de plus en plus gros, des particules qui sont des particules carbonées abrasives pour le moteur, donc qui vont diminuer la durée de vie du moteur, salir les huiles beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la marque Casillac a choisi le système SCR, la solution la plus économique, la plus avantageuse.